et pourquoi avez-vous décidé de quitter l'Argentine? J'ai quitté l'Argentine en 1978, pardon. J'ai quitté l'Argentine, je suis allé au Brésil, et c'est en raison des circonstances politiques de l'Argentine. Il y avait une dictature militaire qui s'est installée en 1976, et moi j'étais à l'époque dirigeant politique, j'étais actif dans une organisation politique qui était Montoneros, et là je subis directement la répression car ma fiancée, la copine d'Elia Garcia, donc à l'époque, elle était séquestrée par les militaires. Donc à cette époque-là, j'étais en train de faire le service militaire. Donc il était impossible pour moi de pouvoir rester dans ce contexte de répression au sein de l'armée. Donc j'ai dû quitter l'armée, et à ce moment-là, j'étais devenu clandestin. Donc j'étais clandestin et j'ai eu des faux papiers, et j'ai dû partir de ma ville, quitter ma ville, dans un contexte de répression extrême. Et donc j'ai dû partir à Buenos Aires, et changer de nom, c'est quelque chose. Moi je m'appelle Nestor, et là j'étais devenu Carlos Rubén Gutiérrez. Et il y avait quelque chose qui m'est travaillé dans la tête, c'est si on vous appelle dans la rue, on vous dit Pierre, vous réagissez immédiatement. Et moi j'avais peur, si on m'appelait Carlos dans la rue, de ne pas réagir. Et finalement, un jour, j'étais dans la rue et on appelle Nestor. Je suis resté de marbre. Je n'ai pas bougé. Mais quelques jours après, on appelle, parce que bon, il y a des gens qui s'interpellent dans la rue, on appelle quelqu'un Carlos. Et là, je me suis retourné. Et là, je me suis dit, ça y est. J'ai pu assumer vraiment ces changements d'identité, l'idée de devenir un autre, non? Parce qu'il faut s'inventer une autre histoire. Et moi, bon, j'étais étudiant dans la capitale, à Buenos Aires, dans le centre-ville. Et un jour, je vois passer devant le magasin un militaire qui était à l'endroit où j'avais fait mon service militaire. Alors c'est ça qui m'a, entre autres, il y a d'autres circonstances, c'est l'un des motifs qui me poussait à partir, à quitter l'Argentine. Un jour, je sors du métro et je m'aperçois qu'il y a un contrôle. Et puis, j'ai vu le policier qui était tout en haut de l'escalier, et puis j'étais en troisième position. Et je vois, ils arrêtent la première personne, ils lui indiquent d'aller à la voiture pour faire le contrôle des empreintes digitales. La deuxième personne, il arrête aussi, il envoie la voiture, et la troisième personne qui était moi, on me dit, ça va, tu peux continuer, d'aller piver. Donc, et là on se dit, vraiment la vie ça tient à peu de choses, parce que si j'étais contrôlé, ça y est, j'étais arrêté tout de suite. Non? Donc tous ces contextes qui me poussaient à partir. Donc l'idée, quand on est arrivé au Brésil, c'était de partir assez rapidement, parce qu'on ne pensait pas que la dictature pouvait se prolonger, continuer et longtemps. Et puis, on s'est aperçu petit à petit que c'était une dictature qui pouvait durer longtemps. Et là, on a pris avec des amis une décision. On était sous la protection de l'ACNUR, donc qui est le Haut Commissariat pour les réfugiés et politiques, et de venir en France. On voulait être en France. Pourquoi en France? Parce que on n'avait pas énormément de possibilités, il y avait des visas pour d'autres pays. Il y avait un intérêt qui était en même temps culturel
et linguistique, on pensait qu'on allait rentrer rapidement et que la culture française pouvait nous apporter énormément pour notre formation intellectuelle et que c'est une langue très vivante, et j'aime beaucoup la langue française, donc qui allait nous permettre de nous réinsérer et d'apporter quelque chose au pays. Si l'on parle de la littérature d'exil, qu'est-ce que cela signifie pour vous? La littérature et l'exil, c'est l'idée je dirais, du voyage, pour commencer. C'est de se déplacer, quitter un endroit et s'intégrer à une autre réalité. Et pour moi, l'idée de littérature et voyage est associée depuis que je commençais à lire, je crois. J'ai lisé et ça me permettait d'aller dans toutes les contrées de France et de Navarre, d'aller dans des périodes historiques qui étaient différentes. Donc la littérature était une manière de me transporter, de pouvoir aller à la découverte d'autres mondes, d'autres réalités. Et donc l'exil, en quelque sorte, était une continuité de cette idée. Et là, je prends l'aspect positif. Après, il y a un autre aspect qui est l'aspect linguistique. C'est-à-dire, lorsqu'on affronte une difficulté dans la vie, il faut aller au-delà de cette difficulté. Et l'idéal, c'est surpasser ses limites et faire en sorte que l'individu puisse produire quelque chose qui montre qu'on peut casser ses frontières et ses limites. Et c'est ce qui m'est arrivé avec la littérature. Je me souviens, moi j'écrivais, et là je me suis rendu compte de la difficulté de passer de l'autre côté. C'est-à-dire, on lit, on est passionné par une lecture, et puis on se dit à un moment donné, je peux le faire. Mais quand on passe à l'acte, on se rend compte de l'énorme difficulté. C'est très difficile d'écrire. Mais en même temps, c'est un défi. Et je l'ai pris de cette manière. Donc j'ai pris ce défi de pouvoir passer de l'autre côté. Imaginer un monde, inventer une autre réalité, être crédible dans ma construction. Et quand on lit, à un moment donné, on perd les repères et on passe de l'autre côté. On est du côté du texte. On croit au texte. Et là, il y a un autre problème qui s'est posé, c'est dans quelle langue écrire. C'est-à-dire qu'on a perdu l'électorat, on a perdu le public lecteur. Et donc on doit changer de registre complètement. J'avais un registre, ça marchait, j'avais gagné des prix. J'allais être publié, j'étais très jeune, j'ai gagné des prix, j'avais 18 ans. Donc j'allais être publié, et puis tout d'un coup, tout s'effondre. Et là, je me suis tourné vers la poésie. J'ai écrit pas mal de poèmes. En arrivant en France, c'est le problème, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est les publics. Donc on écrit, et c'est inévitable. Quand on écrit, on est tout seul. C'est l'activité la plus solitaire du monde, l'écriture. Mais en même temps, on réfléchit à cet autre qui peut te lire, comprendre, t'accompagner dans la lecture. Et là, pour moi, il y a eu une fracture importante. Et c'est pour cela, je pense, j'ai conclu sur cette idée de littérature-exil. J'ai une littérature qui voyage beaucoup parce que je suis publié un peu partout. Donc je crois que cette idée de l'exil et du voyage se prolonge à partir de la possibilité de toucher à d'autres publics. Plus de 30 ans après le retour de la démocratie en Argentine, que pensez-vous du travail de mémoire effectué par la société et par la justice argentine? Je crois que c'est un travail qui est énorme. Je crois que c'est il n'y a pas beaucoup de pays qui ont réussi à un moment de leur histoire de pouvoir faire le deuil et de pouvoir revenir à partir d'une politique d'État. Après les élections récentes en Argentine et la défaite
de Cristina Kirchner et des kirchneristes, il y a une autre politique qui s'est installée. Et là, c'est un retard, on revient en arrière. On a l'impression qu'on a perdu tout ce qui était conquis, tous les résultats importants à tous les niveaux. Moi, ce que je pense, c'est l'un des mérites du kirchnerisme, c'est le fait d'avoir instauré un rapport entre la mémoire et l'État. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'un fait ponctuel, mais la mémoire doit devenir une politique d'État, au-delà de tous les partis politiques. Alors qu'est-ce que c'est une politique d'État? C'est travailler à partir des musées de la mémoire, donc qui est des institutions donc, qui existent partout en Argentine, qui reviennent sur ce passé, avec une projection sur le présent, parce qu'il y a un investissement du point de vue artistique, du point de vue créatif. Et puis, un autre élément, c'est la réflexion sur l'histoire, pouvoir lutter contre ce qu'on peut appeler l'histoire officielle, non, de la dictature, et puis permettre de donner une autre version de l'histoire. Et là, si c'est une politique d'État, il faut passer par l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des manuels scolaires, qu'il y ait un discours dans les quotidiens qui permettent de pouvoir revenir sur ce passé et donner une autre version. Et là, il y a une articulation qui est fort intéressante entre les musées de la mémoire et l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des groupes scolaires, des enfants qui sont jeunes ou des adolescents ou préadolescents qui vont dans les musées et qui ont des visites guidées. Et là, ce qui est intéressant, c'est les débats qui ont lieu à ce moment-là pour pouvoir effectivement revenir sur une autre version de l'histoire. Donc, je vais lire un poème qui fait partie d'un recueil qui s'appelle Des apparences. La traduction était très difficile parce que j'avais fait un jeu de mots. Des apparences est un néologisme en fait. Mais le titre à l'origine était Des apariencias no engañan, qui joue avec un dicton de l'espagnol qui est Las apariencias engañan. Donc là, des apariencias, c'est-à-dire je parle des disparus. Et ce poème donc s'intitule Estrellas en el río de la Plata. Caída, el Tajo se abre hacia el cuerpo, va hacia el fuego, un grito hacia el agua, se mece como una campana de luz. Muchas gracias.